Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Please welcome Michael à mes côtés. Please just after Pascal pour terminer. Alors, mesdames et messieurs, vous avez tous peut-être vos oreillettes. On va voir des propos en anglais. On vous a proposé un QR code pour télécharger l'application et pouvoir suivre, pour ceux qui le souhaitent, la traduction en anglais. Si vous n'avez pas encore le QR code, on peut passer parmi vous pour que vous le fassiez avec vos oreillettes pour que vous puissiez suivre cela, si vous voulez bien, sur vos téléphones. Voilà. Je m'appelle Nicolas Rossignol. Je suis l'un des éternels étudiants, comme certains d'entre vous, et je viens prendre autant de plaisir que vous à apprendre, à découvrir celles et ceux qui ont accepté votre invitation. Mais d'ores et déjà, on va pouvoir les questionner sur beaucoup de choses. L'occasion, permettez-moi, après avoir salué nos invités, que l'on salue notre panel d'étudiants qui a préparé. Vous pouvez les applaudir, ils ont préparé cette rencontre, mesdames. For the student, je voudrais
vous dire également qu'en toute complicité, je demande à chaque fois que vous puissiez mettre vos téléphones sur silencieux si vous voulez bien. Comme ça, on reste qu'entre nous. Ce qui se passe ailleurs, c'est pas très grave. On peut prendre une pause, on prend le temps de ne nous laissant pas perturber si vous voulez bien. Et bien sûr, je vous laisserai la parole à tout moment en fin de séquence pour que vous puissiez aussi les questionner. On va parler ensemble de cette entreprise du futur et surtout de la manière de l'imaginer. On parle pas forcément de l'entreprise de dans 6 mois, mais peut-être essayons de nous projeter vers un futur qui peut aussi être à moyen et voire long terme, ils vont pouvoir nous expliquer cela. Je voudrais d'abord leur demander finalement pourquoi est-ce qu'ils ont accepté l'invitation et surtout qu'est-ce qu'ils ont à voir avec le thème. Parce que comme je le fais à chaque débat, s'il y en a un d'entre vous qui n'a rien à voir avec le thème, il repart tout de suite. On n'a pas de temps à perdre. Et je pense que je vais me faire un anthropologue tout de suite parce que Pascal Pic sur l'entreprise du futur, à mon avis, on s'est planté de casting, on est d'accord ? Oui, qu'est-ce que je fais là d'ailleurs? Mon cher Pascal, quel bonheur d'être souvent sur les débats. Mais que fait un anthropologue? Alors, le spécialiste des chimpanzés notamment, qu'est-ce que vous faites là? Bonsoir, mesdames et messieurs, les sapiens et les sapiennes, comme je le dis maintenant. En fait, il y a presque 30 ans maintenant, le monde économique et social était taraudé par cette question de l'adaptation. Et attendez, à l'époque, on ne parlait pas encore de révolution numérique, etc. Et ils se sont demandé, tiens, peut-être qu'un paléoanthropologue, donc un spécialiste des origines et l'évolution de la lignée humaine, pourrait apporter quelques éclairages. Alors évidemment, au départ, je parlais de ma discipline, j'en parle toujours, et puis je suis vraiment de plus en plus rentré, comme le sait très bien Nicolas, et ce qui est moins connu du grand public, bien sûr, et merci d'être là, problématique des entreprises. Et d'un point de vue anthropologique, vous savez, depuis pas mal de temps, on parle beaucoup de sens et d'humain pour les entreprises. Et les questions de sens et d'humain, ce n'est pas la sociologie, ça peut toucher la philosophie, mais c'est au cœur de l'anthropologie. Et merci, cher Pascal, de nous offrir cela. Je voudrais qu'on salue Margareta Musibabissi, qui est avec nous. Racontez-nous qui vous êtes et qu'est-ce qui justifie que vous soyez avec nous aujourd'hui. Thank you so much. It's a pleasure to be here. I just need to take my headphones off for the second because I'm hearing myself. Yes, of course. I work on public affairs, public policy, and social impact at UiPath. UiPath is a technology company operating in the field of software automation. So I will be approaching my interventions today also through this lens, through this angle of automation and the future of work, the new modes of working, the new labor relations. And since I'm working in the field of public policy, I think it's important to think about the fact that a lot of new technologies are currently being regulated. So the company of the future will need to comply with all these new regulations, and it's still work that's currently being discussed, determined, it's unraveling. So, yeah, it's a pleasure to be here. Thank you so much. Thank you very much. Merci beaucoup d'être avec nous. Et alors, pareil, même question. Je ne sais pas ce que fait Michael Boumendil ici. Je fais semblant, mais c'est un bonhomme extraordinaire que j'admire énormément aussi, comme toutes celles et ceux qui sont avec nous. Alors, Michael, va falloir nous expliquer, parce que président de 6e Son, je reste, comme n'importe quel journaliste, je raconte aussi beaucoup de conneries. Et donc, Michael est à la tête d'une entreprise qui s'occupe de son. Et ce type est designer sonore notamment. En fait, je pense qu'il est là pour la boîte de nuit ce soir, mais qu'est-ce que tu fais ici dans ce débat juste avant? Raconte-nous. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, je suis designer sonore, mais ça peut paraître assez étonnant de dire ça, mais le travail sur l'entreprise du futur, c'est presque mon quotidien. Ah. Sans rentrer trop tôt dans le débat, mais on vit dans des sociétés qui sont très divisées. Les entreprises ont de plus en plus de mal, par exemple, à fidéliser leurs collaborateurs. Elles ont plus en plus de mal à savoir où est-ce qu'elles vont. Et moi, mon boulot à moi, c'est de traduire une entreprise en son. Alors, par exemple, c'est vrai qu'en France, les gens connaissent mon travail quand on dit la petite musique de la SNCF, par exemple. C'est lui. La virgule SNCF, c'est lui. Quand on crée une musique de marque, en fait, la musique, c'est un langage, et bien on dit en fait qui on est. Mais on ne dit pas qui on est dans le futur, parce qu'une musique de marque, c'est fait pour durer. Et la SNCF, cette petite musique, on va fêter nos 20 ans. Ah. Eh bien, il faut savoir ce qu'on va être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans.
Et si on le fait mal, alors la musique, c'est un facteur de désunion. Si on le fait bien, la musique est le langage le plus puissant, fonctionnellement, émotionnellement, et le plus universel, parce que là on parle en français, Margarita est traduite en anglais, on pourrait parler d'autres langues. La musique, ça ne se traduit pas, on n'a pas besoin de le traduire. Voilà, donc cette question de l'entreprise du futur, ça peut paraître assez étonnant, mais c'est mon quotidien. Et merci de le rappeler ici finalement, parce que avec le son et la musique, pas de barrière bien sûr. Alors ce sujet qui nous réunit aujourd'hui, comment imaginer l'entreprise du futur? J'ai des camarades qui ont témoigné tout à l'heure dans un autre débat. Je voudrais qu'on aille encore plus loin dans un temps long, évidemment. Comment est-ce que vous imaginez chacune et chacun cette entreprise du futur? Margarita, racontez-moi, si vous aviez une boule de cristal, si vous étiez voyante, qu'est-ce que vous subodorez de ce que sera l'entreprise dans le futur et de quel futur parle-t-on précisément? I will start with an optimistic view. So let's think about that first, right? A company of the future should be a company that is leading with purpose. We know and we start to understand more and more the role of purpose in the private sector and how it relates to employees and our desire to work for certain companies, or desire to do certain jobs, our desire to do something outside the company, but that is related to the community where the company operates in. So I hope that this will be a key element in the company of the future, along with sustainability and the need to create long-term value. So not only return on business and on investment, but also on value. The question is how we define value. So that is a very interesting debate of its own. But keeping this in mind, being aware of a company's impact on the communities, on the society, on the environment, it is already top of mind. And sustainability, according to a study by McKinsey, is one of the top 5 priorities on the CEO's agenda. This is happening right now. So hopefully in the future, this will already be implemented. Thank you for that. Michael, on parle de quoi quand on parle de l'entreprise du futur, et on en parle à l'aune de combien d'années? Moi, dans 6 mois, ça ne m'intéresse pas, ou moins, mais ça ne regarde que moi. En revanche, est-ce qu'on peut en parler et commencer à l'imaginer, s'autoriser à l'imaginer dans beaucoup plus longtemps? En fait, dans beaucoup plus longtemps, ça veut dire quand on aura résolu un certain nombre de problèmes qu'on va venir aujourd'hui. Quels sont les problèmes qu'on a aujourd'hui? On a, par exemple, un problème assez évident du désengagement d'une partie des gens dans le travail. Oui. On parle beaucoup du purpose des entreprises, mais ce que je vis, donc maintenant ça fait 7 ans que j'habite aux États-Unis, c'est que au fur et à mesure de mon expérience, j'ai vu les gens de moins en moins intéressés à travailler. Le besoin de travailler ne suffit plus à vouloir travailler. Ah oui. Il y a une autre inversion des choses. Finalement, quand on regarde comment les entreprises étaient bâties, et je l'ai entendu tout à l'heure, l'objectif d'une entreprise, c'est, on va dire peut-être qu'on passera ça au passé, de faire du profit. La réussite, c'était le profit, ou c'est le profit. Pour faire du profit, il faut avoir de l'activité. Donc, profit, activité. Et pour avoir de l'activité, on a besoin de gens. Moi, ce que j'entrevois, c'est d'abord que la question du purpose de l'entreprise devient aussi une question beaucoup plus individuelle. On a un peu l'impression quand même qu'on est en train de réaliser, tout ce temps que nous sommes, qu'on a une vie professionnelle pour avoir une autre vie. Ma vie professionnelle me donne les moyens d'avoir l'autre vie. Oui. Cette schizophrénie, on voit aujourd'hui qu'elle n'est plus durable, parce qu'on n'a en réalité qu'une seule vie. Oui. Donc, où se trouve la réalisation humaine, et est-ce qu'on ne va pas à un moment arriver à se dire que la nouvelle entreprise, c'est celle qui aura réussi à inverser la courbe des priorités de la réussite. C'est-à-dire que la réussite n'est pas le profit, bon, ensuite l'activité parce que j'ai besoin d'activité pour avoir du profit, ensuite des gens parce que j'ai besoin d'avoir des gens pour avoir de l'activité qui nous mène au profit. Peut-être que la réussite devrait se juger à l'aune de... Alors, je ne sais pas dans combien de temps on parle. Et ce renversement
Je ne sais pas dans combien de temps il arriverait, mais il rajoute une case. C'est non pas simplement le fait que les gens soient contents, mais qu'ils y trouvent une sorte de perspective qui donne de la cohérence à l'ensemble. Est-ce que c'est 20 ans? Est-ce que c'est 30 ans? Est-ce que c'est 50 ans? Je pense qu'il y a des gens qui ont connu le système d'aujourd'hui et qui ne trouvent pas leur excusez-moi, c'est peut-être anglicisme, le purpose, je cherche le sens qui va les motiver. Aujourd'hui, vous avez des gens, et j'aime bien ce parallèle-là, qui ont le sentiment qu'ils tapent sur des pierres toute la journée et que leur boulot, c'est ça. Et effectivement, le type qui tape sur une pierre toute la journée, on peut décrire son boulot comme un boulot d'un mec qui tape sur une pierre toute la journée. Mais peut-être qu'on peut avoir le sentiment, quand on tape sur une pierre toute la journée, qu'on reconstruit Notre-Dame. La perspective sur les choses peut être complètement différente. Et bien, cette perspective, je pense qu'elle est en train de changer sur la notion de profit, sur la notion d'activité et donc de sens, de purpose de l'entreprise, mais aussi sur le sens de la réussite humaine et de la place de l'humain. Mais je ne sais pas répondre combien de temps il faudra pour faire ça. Et en plus, se greffent à ça des tensions incroyables, parce que si le problème était le même pour tout le monde, ce serait joli, ce serait simple, mais ce n'est pas le cas. La division des sociétés, et je pourrais dire que je trouve la société américaine très divisée, et malheureusement l'actualité de la semaine nous en donne une illustration. Mais je n'ai pas l'impression en revenant en France que c'est beaucoup moins divisé. Ouais. Donc tout ça prend du temps. Ce temps-là, le temps long, Pascal Pic, vous le connaissez. Vous le connaissez parce que c'est le travail que vous menez, évidemment. Est-ce que ce que l'on apprend des 40 000 dernières années peut nous éclairer sur le temps long qui nous attend, sur le futur, et donc notamment sur l'entreprise du futur? D'ailleurs, le mot entreprise, d'ailleurs, on pourrait prendre le sens global de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Et un philosophe, Francesco Zavater, qui a eu cette phrase en disant « La seule véritable entreprise de l'homme, c'est de se réinventer lui-même ». Alors, petite précision pour notre ami, là, les tailleurs de pierre, ils ont fait des choses super quand même. Hein. Ah oui, et ils continuent. Je peux le dire. Mais enfin bon, j'ai compris ce que vous vouliez dire. C'est ce qu'on appelle pour le numérique les talkers. Bon, voilà. Maintenant, il y a une particularité de l'évolution humaine par rapport aux autres espèces, c'est que nous construisons des environnements techniques et culturels qui participent de notre adaptation. Et même notre biologie, même nos gènes sont influencés par cela. On le sait maintenant depuis une quinzaine d'années. Donc, tout ceci fait partie évidemment de ce qui fait la ligne humaine, mais pas depuis que 40 000 ans, depuis 2 millions d'années. Oui. Et cette caractéristique de l'évolution humaine qu'on appelle coévolution ou coévolution bioculturelle, elle est liée à cette capacité de penser et transformer le monde. Donc, un éthologue célèbre qui s'appelle Fonescule disait « L'animal est au monde, l'homme est un constructeur de monde. Nous transformons le monde. » Et donc ça, évidemment, c'est une démarche qui nécessite une certaine forme de démarche entrepreneuriale. Oui. Pas au sens de l'entreprise d'aujourd'hui, ni celle de demain, j'y viens dans un instant. Et donc, cette coévolution, elle est basée sur la capacité d'utiliser des matériaux, de modifier notre environnement, d'utiliser l'énergie, la cuisson, ça a été quelque chose d'important. Et à chaque grande étape de l'évolution de la ligne humaine, ce que les anglo-saxons appellent General Purpose Technology, c'est-à-dire une technologie qui a un effet généralisé sur toute la société, ben à chaque fois, ça a des effets absolument considérables, que ce soit il y a 2 millions d'années avec le feu, que ce soit il y a 10 000 ans avec les agricultures, ou aujourd'hui avec le numérique, il y en a d'autres, je ne vais pas tout citer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez des conséquences sur les structures de la société. Là, on repense à Marx, Karl Marx, les moyens de production changent en partie la société. Alors, pas tout, maintenant, ce qu'on sait, même les marxistes savent qu'il y a aussi les idées, l'idéal, donc le débat qui nous intéresse sur le futur. Mais en tout cas, c'est un élément important. Et à partir de là aussi, ça a des conséquences démographiques, des conséquences écologiques et des conséquences au niveau mondial. Ça peut vous surprendre, mais quand le feu apparaît il y a 2 millions d'années, quelques temps plus tard, à l'échelle de la paléanthropologie, je vous l'accorde, mais néanmoins, c'est jamais arrivé pour notre espèce. Nous autres, à l'époque, on s'appelle les Homo erectus, on occupe donc toute l'Afrique, l'Europe et l'Asie, et aujourd'hui, toute la planète. Et c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que la Terre est redevenue plate. Je m'explique.
Je ne suis pas en train de virer ma cutie du côté des anti-évolutionnistes. Hein. Ça nous arrange parce que ça foutrait le bordel au débat. Hein. Mais regardez, le débat est important parce que le monde de demain est déjà engagé vers une révolution entrepreneuriale au niveau mondial. Pour les plus jeunes, ça peut sembler évident. Mais pour les gens de ma génération, alors attendez, je ne suis pas si vieux que ça, je n'ai pas joué au football avec Néandertal quand même. Hein. Mais, ah bon? Non. En plus, trop costaud. Mais très clairement, regardez ce qu'on a appris à l'école. Il y a eu évidemment toute la préhistoire, le néolithique, l'histoire, ok. Et depuis la Renaissance, il y a une avancée très forte du monde occidental grâce aux sciences, aux techniques, ensuite notre puissance commerciale, nos armées, jusqu'à la fin du 19e siècle et les crises du 20e siècle. Mais le monde était vertical. On a décrit l'évolution de la lignée humaine comme complètement orienté vers l'avènement de la culture occidentale, ce qui aujourd'hui est au cœur des problématiques, des woke studies, le colonialisme. Ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, c'était cette grande idée qui était que l'évolution allait forcément vers le phare de l'avenir de l'humanité, qui était donc la culture occidentale, avec la puissance de ces entreprises, notamment la révolution industrielle. Ce qu'on n'a pas vu arriver en 2007, c'est qu'un gars arrive sur scène et il dit « I'm going to change the world ». Je vais changer le monde. Avec un téléphone. C'est Steve Jobs. Et Steve Jobs ne sait pas du tout comment ça va changer le monde. Les créateurs d'Internet, comme Tim Berners-Lee, ne savent pas comment ça va changer le monde. Les gens qui créent Twitter ne savent pas ce que ça va donner. Zuckerberg ne sait pas que Facebook va devenir plus puissant en termes d'adhérents que le Vatican. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a un changement de paradigme total qui a été saisi immédiatement par les jeunes générations et d'autres également, parce que je rappelle qu'aux États-Unis, ce sont les seniors qui créent le plus de start-up. Et d'un seul coup, alors qu'il fallait, dans la révolution industrielle jusqu'à la fin quasiment du XXe siècle, avoir des finances, comme ça a été dit, mettre des moyens de production et avoir des personnes qu'on engageait sur le contrat de travail moderne. Oui. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est que d'un seul coup, nous tous, à l'échelle mondiale, d'un seul coup, nous avons les moyens de créer une entreprise qu'on appelait l'ubérisation, le terme est déjà de la préhistoire, qui peut changer tout ça. Et l'entreprise de demain, elle n'est plus du tout celle qu'on a connue dans la révolution industrielle, avec ce qu'a évoqué Margareta. Aujourd'hui, les entreprises, elles changent le monde, donc elles deviennent responsables des changements du monde. Oui. Donc les problématiques d'automation, de RSE, c'est-à-dire, ça a été très bien dit par Margareta tout à l'heure, sur les questions aussi de responsabilité sociale et environnementale, c'est le grand changement. Et les deux aspects, je termine là, c'est les changements au sein des entreprises. Si vous regardez les dernières publications du Boston Consulting Group, c'est-à-dire qu'on n'embauche plus les individus pour des tâches ou des expériences ou des diplômes qu'ils ont. Maintenant, il faut embaucher des personnes avec des compétences qu'elles ignorent pour un monde qu'on ne connaît pas. Bonjour pour les RH. Et l'autre chose, c'est que les entreprises sont intégrées dans un écosystème. Donc voilà, donc anthropologie de l'entreprise et écosystème entrepreneurial avec les problématiques donc de l'environnement et de la société. Ça vous parle ça? Merci beaucoup Pascal parce que c'est toujours très riche. Margareta, Michael, ça vous parle finalement ces enjeux dont on parle là avec l'organisation, les méthodes de travail, le rapport au temps aussi qui change totalement dans le monde de l'entreprise et le rapport à l'intelligence artificielle. On est bousculé sur ces sujets au quotidien. Ça vous parle ce sur quoi nous éclaire Pascal, Margareta? I don't think I've understood or heard the full question because I had some issues with my headphones. So technology is not always perfect, right? But it still helps. So I will try to build on what was said earlier and to link back to your question around the role of artificial intelligence and automation. And I just want to hint back to that comment on the impact, the amazing impact that technological innovations such as the iPhone had on our world and how we work, how we communicate, how we live. I think today, and the company of tomorrow even more so, needs to be more intentional. These were technological innovations that happened to produce this kind of result. But what if we are leveraging the technological capabilities that we have in present and become intentional to achieve that kind of purpose that was mentioned earlier, to put those ideas into reality, into practice, and turn that
social responsibility also from a technological perspective. Try to identify what is it that this technology, even if it's a phone, it's a software automation tool, it is a physical robot, or it is a drone, how can it help solve challenges related to the United Nations SDGs, for example, or to make our world more equal? And put that innovation and that entrepreneurial spirit in building these kinds of creation, building these kinds of products and solutions that benefit not only businesses because they need to make profit, because otherwise they won't exist. This is important to remember. Purpose is not diluting profit. It is working together with profit. It is coupling their power and achieving a higher goal, right? Exactly. So purpose is on top, really connected to how a company operates in every field. In terms of artificial intelligence, I think it's very hard to ask ourselves what is it that the AI is going to look like in 50 years, right? We can make assumptions and we can think about the role of AI. But again, if we think about what we can solve today with artificial intelligence, we can already see a lot of use cases in medicine, in public services, in how you interact with your chatbot. When you, for example, when you work with your bank, you want to see maybe a digital assistant that helps you quickly with some information, so you don't wait for like 30 minutes on a call center. But when you want that human agent to talk to you, maybe you want a function that says, I want to talk to a person. Right? So these kinds of conversation we can already shape today, and the future will look more like the one we want it to be. Thank you for that, Margarita. Mickaël, je voudrais aller beaucoup plus loin, parce que ce sur quoi nous nourrissent Pascal et Margarita, ce sont finalement des sujets qui nous permettent peut-être de regarder le futur avec des prismes nouveaux et se dire qu'on doit ouvrir le spectre des choses. Comment est-ce que, Mickaël, vous répondez à votre client américain qui, cette semaine, est venu vous voir en vous disant « Je réfléchis à mon entreprise en 2100, c'est-à-dire dans 78 ans », et c'est véridique. Hein. Qu'est-ce que vous lui répondez à l'aune de tout ce que l'on se dit là, de votre accompagnement? Qu'est-ce que vous faites pour un bonhomme qui vous parle de 2100 ? Alors qu'on n'est pas très doué déjà pour savoir ce qu'on sera dans 1 an ou dans 2 ans. D'abord, je crois qu'il y a un point commun à beaucoup de managers aujourd'hui, c'est qu'ils comprennent plus grand-chose. Oui, déjà c'est pas mal de le savoir et de le dire. La difficulté à embaucher, mais aussi la difficulté à fidéliser. Il y a quelque chose qui me semble assez évident de l'entreprise de futur, c'est que l'entreprise de futur, elle va devoir laisser un peu plus de place à une forme d'émotion. L'entreprise, c'était un objet froid. On était jugé sur des résultats qui, la plupart du temps, étaient chiffrés. J'allais être vulgaire, je ne vais pas l'être. Ça n'excite plus grand monde. Ouais. La question, c'est quelle est la part de l'émotion là-dedans? Et à titre personnel, quelle est la part de l'émotion sincère et la part de cette émotion pleine de bons sentiments dont les effets contre-productifs ne surprendront pas grand monde. C'est vrai. Par exemple, le manager d'hier, et peut-être encore un peu d'aujourd'hui, il s'est longtemps inscrit dans le culte de la perfection. Mais la perfection, par exemple, les années récentes nous montrent que la perfection, ce n'est pas vecteur d'innovation. Les innovations qui ont fonctionné, c'est celles dont la V1 était loin d'être parfaite, mais elle a eu le mérite d'exister. Et un jour, je dînais avec un gars qui a inventé un truc qui a finalement bien marché, qui s'appelait Waze. Oui. Et je lui dis, si tu avais un conseil à me donner, il faut bien que tu attendes que ce soit pas bien pour le lancer. Je lui dis, allez, non, explique-moi. Il me dit, en fait, si tu attends que ce soit bien, tu lances jamais. Oui, bien sûr. La perfection, c'est aussi ce qui peut nous inhiber. Et dans nos relations humaines, le chef, il est vachement fort. D'ailleurs, émotionnellement parlant,
les niveaux hiérarchiques, ils étaient potes entre eux, mais quand on arrivait au niveau d'au-dessus, on se mettait au garde à vous où les sentiments qu'on avait n'étaient pas très sympas. Ben, les chefs, ils doivent réinventer une forme d'imperfection qui est celle qui engage. On n'est pas inspiré par un truc qui est lisse. Les histoires qui sont trop parfaites, ça n'excite personne non plus. Eh bien, alors, excuse-moi Nicolas, je passe par un long chemin pour arriver à ta question. C'est une entreprise qui est au cœur de ce qui peut se passer dans le monde, parce que malheureusement, évidemment, je ne peux pas dire le nom de l'entreprise, dans le monde du climate change, pour combattre les effets du changement climatique. C'est simple, aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans ce monde-là font partie du problème. Oui. Et ils vous racontent qu'ils vont faire partie de la solution. D'abord, la réalité, c'est que chacun d'entre nous doit faire partie de la solution et qu'aujourd'hui, on est plutôt chacun du côté du problème. Mais il y a des habitudes qu'on a prises dont raisonnablement, on ne peut pas imaginer qu'on peut les transformer en 6 mois. Et bien, il y a des éléments de son identité dont ils me disent, voilà, ça, on peut réussir dans 30 ans. Ça, on peut réussir dans 50 ans. Et le changement vraiment qu'on veut faire, c'est 2100. Et il me dit, pourquoi Michael, je te raconte ça? Parce que on aura des tensions. On aura des tensions avec nos collaborateurs. On aura des tensions avec nos clients. On aura des tensions avec la société. On veut montrer qu'on prend cet engagement et on veut le montrer de façon claire. Ben là encore, c'est la chance de mon métier. Afficher un parti pris, une expression, un logo, c'est bête à dire, le nom de quelque chose. Pourquoi est-ce que dans le monde de l'énergie, ils refont tous leur logo? Il y en a qui changent leur nom. En France, j'ai vu Total est devenu Total Énergie. Il y a une raison pour ça, parce que vu les millions que ça doit coûter, il y a une raison pour ça. Margarita, elle s'appelle Margarita, et a priori, elle ne va pas changer de nom, parce qu'elle a une identité qui est claire. Et il y a beaucoup de gens dans beaucoup de domaines qui n'ont pas une identité claire. Alors, ils viennent me voir en essayant d'imaginer quelle est l'identité qui est la plus juste. Mon job à moi, c'est d'être suffisamment prudent pour qu'ils ne me racontent pas des cracks. Bien sûr. Mais à cette entreprise, j'ai dit, bah en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas le chemin, c'est pas le but, c'est le chemin. Alors on va parler du chemin. Et donc voilà, on répond ça. On dit, ben voilà, on s'engage à donner une voix, à transformer, mais on s'engage à prendre ce chemin maintenant. Et voilà à quoi ressemble ce chemin. Et pour te donner un exemple très précis, dans le monde de l'énergie, pendant longtemps, on utilisait les codes sonores de l'industrie, très métalliques. Hein, mais il y a des codes sonores qui sont des codes sonores du futur dans l'énergie. Le son du bois. Le son du bois, c'est l'inverse du son du métal. Le métal, c'est de l'industrie, c'est une transformation. Le bois, c'est quelque chose de beaucoup plus pur. C'est quelque chose de beaucoup plus respecté en tant que matière noble. Évidemment. Eh bien, on va s'inspirer de sonorités qui sont beaucoup plus de ce registre du naturel que du registre du transformé et qui a coûté beaucoup d'énergie. Merci beaucoup. Il ne s'en rend pas compte, mais savourez le moment du bonhomme dont le métier, c'est d'être designer sonore et qui laisse beaucoup de place au silence au cœur de ses phrases. Tu t'en rends pas compte, mais c'est très précieux. Pascal pique une réaction, ensuite nos étudiants vont vous poser des questions. Oui, c'est vrai, ça peut sembler aberrant de penser à l'entreprise en 2100, mais soyons très clairs. Cette entreprise n'existera pas en 2100. Ça ne se pose pas la question de son existence possible en 2100. Et le vrai enjeu, c'est de construire des scénarios possibles. On sait très bien qu'ils ne vont pas devenir, ce n'est pas la question. Mais c'est se mettre dans une attitude qui permet de mobiliser la créativité et l'ensemble des intelligences collaboratives, émotionnelles, les idées de sens par rapport à cela. Et ce qui est en train de changer considérablement par rapport au monde qu'on a déjà quitté, c'est que je l'ai dit, mais par contre c'est vraiment très important, on dit pour les jeunes, les métiers de demain. Franchement, personne ne les connaît, tous les métiers de demain. Bien sûr. Donc, on n'est plus du tout dans ce que j'ai connu quand j'étais jeune. Tu dois faire tel métier, tel diplôme pour tel autre job. Ok, le monde était comme cela. Il n'a pas si mal fonctionné globalement. Maintenant, l'enjeu, ce n'est pas s'adapter à un milieu qui existe déjà. C'est l'adaptabilité. C'est-à-dire jouer sur ce qui est au cœur de notre évolution d'ailleurs, à nous les grands singes, qui est que nous sommes des espèces qui peuvent s'adapter tout au long des âges de la vie. Sauf qu'on n'apprend pas à 50 ans comme on n'apprend pas à 20 ans. Et là, donc, ce sont des enjeux. Et le terme de formation
est au cœur de tout cela. Il y a des questions d'anthropologie aussi. Margarita parlait donc des robots. Là aussi, attention, ça ne va pas se faire si on ne touche pas à ces questions fondamentales. Si vous êtes au Japon, travaillez avec un robot, on arrive le matin au Japon, on dit bonjour au robot et qui vous répond. Oui. En France, c'est une machine. Les rapports qu'on a à la machine et à l'animal sont les mêmes. Alors, comme on a peur des autres intelligences, on croit au remplacement. Moi, je vais vous dire, je ne connais pas une seule révolution technologique qui a créé moins d'activités qu'elle en a détruit. Et regardez aujourd'hui les difficultés qui ont été évoquées par Michael sur le recrutement et la formation. Et il faut bien comprendre aujourd'hui qu'il faut aller chercher ces potentialités et dans tous les métiers. Parce que là aussi, il faut faire attention. Michael a un peu esquissé ce sujet-là. On le voit bien avec la question du travail à distance. Les plus éligibles hommes et femmes, ce sont les personnes qui sont CSP+, avec des diplômes. Les étudiants qui sont là, vous avez des petits jobs ou pas, si ça va bien tomber pour vous, mais vous savez travailler en parallèle, etc. Vous, c'est un monde dans lequel vous êtes parfaitement. Maintenant, on a vu avec la crise de la Covid les métiers de première et seconde ligne qui nécessitent du présentiel et du contact avec les autres. Et là, soyons très clairs aussi, on ne peut pas laisser la moitié de l'humanité à côté. C'est 57% des jobs, en fait, dans le monde. Et là, les dernières études, le McKinsey a été cité. Alors, c'est vrai qu'on a critiqué le McKinsey autour de l'Élysée, mais ils font le job. Qu'est-ce que je vous dis, moi, hein? Ils font les études. Nous, les universitaires, ils ne les font pas chez nous. Bon, donc, ils font le job. Et là, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on constate que même pour les métiers comme autour du nettoyage, autour du courrier, il va y avoir une évolution en compétences avec les machines, avec, comme c'est très bien dit par Margarita, et aussi de nouvelles formes de contact. C'est-à-dire que même les métiers qui nous semblaient les plus simples, les plus prosaïques, vont monter en compétences, évidemment, et des gains de salaire. Et ça, c'est une révolution absolument fondamentale pour les entreprises du futur. Ça vous parle, Margarita? Merci, Pascal. Ça vous parle, ces sujets chez UiPath? C'est un sujet? Yes, because actually there were a lot of, it's not only one subject. There are multiple subjects and great topics that Pascal just highlighted. And one of them was regarding the jobs that will appear in the future. And I was thinking about the report from the WEF, the World Economic Forum. They were saying that we are, the kids in school, learning today are going to take jobs that right now don't exist. So the gap is very close, actually. They're learning now, but when they're going to get jobs, they're going to take on jobs that look very different from the ones that we see today. So in this context, we're talking about the company of the future, but the company of the future will be led by the people of the future. And the employees of the future will also be part of that. What kind of skills do the managers need to run these businesses, to lead these businesses? What are the skills that employees need to develop? And going back to that example of the students learning now, there has to be, and a lot of reports and studies are saying this, there has to be a balanced approach between hard skills and soft skills. We need to invest a lot in technological skills and STEM, and it's very important, but we also add that A letter in STEM, and it's STEAM because it's also arts. And then when we think about soft skills, I think the students and the employees of the future need to have the critical thinking very close to their way of working, to challenge things, to innovate, to communicate. But this is not happening like this, right? Of course. You need to nurture that. So how do the educational organizations prepare for that? How do we actually nurture critical thinking? And don't just say that we're going to do, how it is that you're putting it into practice, and how are you building confidence in people? How are you helping them, work collaboratively and trust each other at work so that they can work in a team? And especially if we're thinking about flat organizations, this is going to be much more important. When we have the hierarchy, it's easy to refer to someone that is your manager, or exactly what it is that it is being asked for you.
But when you're in a flat organization, you need to be much more agile. You need to ask yourself these questions and you need to be much more proactive. These are the soft skills and the things that I think we need to nurture right now so that organizations of the future can actually be different and better and innovate as much as we want them to do right now. Thank you for that. Merci beaucoup. On a nos étudiantes qui sont devant nous et qui ont préparé d'autres questions pour vous. Some questions more from students. Bonjour, je vais vous inviter à vous présenter si vous le souhaitez et à poser les questions à qui vous voulez. Bonjour. Bonjour. Ça fonctionne, oui. Fonctionne. Oui, ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. Bonjour, je m'appelle Yaroslava, je suis étudiante en master de relations internationales à l'IRIS. Je peux commencer par poser des questions un petit peu générales, peut-être ? Régalez-vous, c'est votre partie à vous. Je vais reprendre la question sur la hiérarchie. On observe aujourd'hui une tendance au sein des entreprises à une hiérarchie de plus en plus horizontale, bousculant ainsi les codes de la hiérarchie classique. Comment envisagez-vous les rapports hiérarchiques au sein de l'entreprise du futur ? On a un vrai sujet. Et c'est pas demain, même si ça commence à se modifier, mais comment répondre dans le futur, Pascal ? La grande difficulté, et je l'ai connue dans l'éducation nationale, moi j'étais de l'autre côté au Collège de France, lorsque nous voulions avancer sur le programme scolaire, au niveau de l'inspection générale, ça se passait très bien, au niveau des enseignants, ça se passait très bien. La crise, c'est le management intermédiaire. Et là, c'est la grande difficulté, comment le management intermédiaire va être capable de changer. C'est une des clés qu'évoquait, sans l'avoir cité comme cela, mais Margarita. Et là, le problème est là. La question, c'est pas hiérarchie pour hiérarchie. On a évidemment, nous surtout en France, un système très hiérarchique vertical. Ça, c'est très clair, c'est culturel. Et puis, on a entendu parler ensuite l'entreprise libérée, très mal comprise, et l'holacratie. C'est-à-dire de dire c'est fini, il n'y a plus de hiérarchie, ou c'est du bottom-up. Les jeunes là, vous me trouvez une société animale dans laquelle il n'y a pas de hiérarchie, vous avez le prix Nobel, ok ? Donc, la question, c'est, vous l'avez très bien soulevé, c'est comment va s'exprimer la hiérarchie. Et quelqu'un qui nous a quittés, un cher ami qui était Michel Serres, il disait que manager, et c'était dit aussi par Michael, c'était pas toujours mettre les gens dans l'optimisation maximale avec les évaluations, etc. C'était très bien dit par Michael. C'est comment faire ressortir, et on rebondit sur ce que vient de dire Margarita, sur faire émerger des compétences que les gens ignorent. Ça s'appelle le paradoxe de Polanyi. Pas Karl Polanyi, mais Michael, son frère, ça date de 70 ans, qui disait que nous tous et nous toutes ici dans cette salle, nous avons plus de compétences que nous sommes capables d'en dire. Et le rôle des managers, ça va être cela, faire émerger des compétences qui sont à la fois pas forcément bien perçues par les personnes, mais aussi faciliter la capacité de les faire émerger. Oui. Ce sera ça l'entreprise du futur. Michael, je vous ai vu réagir ? Oui, je réagis parce que on est coincé. Un des hommes du futur, Elon Musk, nous a fait quand même un geste managérial assez fort, c'était quand même la semaine dernière. Ah oui, oui. Je rappelle, il fait un petit mail à tous ces gars en leur disant « Les gars, party's over, la fête est terminée. Si vous êtes là, vous pouvez travailler de chez vous, mais si vous faites au moins 40 heures au bureau, si vous ne les faites pas, on considérera que vous êtes démissionnaire et on arrêtera de vous payer. » Donc en gros, on arrête le télétravail, soit vous bossez ici, soit vous vous cassez. Non, là où on est coincé, alors de ce que je vois aux États-Unis, mais je vois que ça arrive ici, c'est la chose suivante. Donc on a dit finalement on va vers un objet qui est beaucoup moins froid. Parce qu'on est beaucoup moins sur la réalisation du profit, on est beaucoup plus sur un objet social à l'intérieur de l'entreprise. Il faut que l'empathie des managers s'exprime. Et à l'inverse, aux États-Unis, si un patron dit à quelqu'un de son équipe « Elle est jolie ta robe », une chance sur deux qu'on lui colle un procès. Oui. Moi, je ne monte plus dans un ascenseur s'il y a une femme dedans. Parce qu'on m'a dit de ne pas le faire, que quand on est, il y a des réunions, je laisse la porte ouverte, il y a une suspicion et il y a des émotions qui sont difficiles à formuler, qui d'une certaine façon sont attendues mais ne sont plus formulables. Là où on est coincé, c'est qu'on veut un manager plus à l'écoute, on ne veut pas qu'il devienne mon papa, on ne veut pas qu'il vienne non plus mon amant. Et ce rôle émotionnel, il n'est pas défini. On veut que mon manager soit mon meilleur coach, celui qui m'inspire, celui qui m'aide à grandir, mais avec des limites qui ne sont pas définies. Et alors moi, si vraiment j'ai une certitude,
c'est qu'on aura un management plus émotionnel, mais à prendre avec des pincettes, et les pincettes, on ne les a pas encore trouvées. Jolie définition. Vous souhaitiez répondre, Margarita, quand vous voulez. I think I already started talking a bit about flat organizations in my earlier intervention. So absolutely, just to add more to that, I think it is difficult to imagine an organization, as Pascal was saying, that has completely no hierarchy, right? Because you need leaders. You need people that communicate, the business objectives to you. You need to understand, what are your responsibilities. You need to have guidance. But it can be done differently and in a different way, and that the need to be proactive and to interact more easily, I think it is very important if you want to work in an organization that has this approach. It is with less hierarchy, because in this situation you won't receive very granular, tasks that you need to accomplish. You will be measured by your impact, by the projects that you started, by the ideas that you brought to the table. Even if those ideas failed, it's no problem. You are still encouraged to think and to work with other teams and to build relationships within the organization across business units. So not only, let's say you work in the marketing department, not only in the marketing department, talk to the people that work in the finance department, talk to the people that work in the legal department. In a flat organization, this kind of communication is very, very important. And it has a lot of rewards. But it doesn't happen again all of the sudden. We need to go out there. If you're an employee, you need to put yourself on the spot and communicate, start building relationships, interact with people. And since we were talking earlier about this new, the way that the jobs are changing, maybe it would be interesting even to learn more about the jobs that your colleagues are doing. I, for example, was so surprised to learn about all sorts of jobs and roles that are in certain business functions that I didn't know that well. And I learned a lot from them. And now I understand their objectives better and can work better with those teams. Thank you for that. Autre question, bonjour. Bonjour, je m'appelle Julie. Je suis étudiante en finance durable. Voilà. Et j'ai une question spécifique pour Monsieur Boumendil. Votre entreprise a accompagné plusieurs centaines de marques depuis sa création et vous les avez vues sans doute évoluer quant à leur approche de la communication. Bien plus qu'une simple image marketing, une marque aujourd'hui peut émouvoir, inspirer, engager. Selon vous, comment l'entreprise du futur communiquera demain et quel rôle doit jouer la communication à l'avenir ? Et on va revenir sur ces questions d'émotion notamment et d'inspiration. Alors moi, vraiment, il y a une certitude, c'est que ce qui a bâti la communication du XXe siècle, c'est complètement mort. La communication du XXe siècle, c'est bâti sur un principe qui est un principe commercial. J'ai un produit, il faut que je te le case. Oui. Il faut que je te le vende. Et la communication des entreprises a été une communication que moi j'appelle de poussée. C'est-à-dire, je te pousse jusqu'à ce que tiens, il y a mon produit. Bon, ça fait 20 ans qu'on voit doucement, mais sûrement, si dans la rue je te pousse une fois, je vais te dire pardon, mais bon, si je te pousse 2 fois, si je te pousse 10 fois, il y a un moment donné où je vais commencer à t'agacer. Mais peut-être la 20e fois, la 21e fois, c'est toi qui vas me pousser. Ce pushback, on est en plein dedans. Bon. La communication des entreprises ne peut plus être une communication de poussée. À minima, ça doit être une communication de partage. C'est-à-dire, voilà ce que j'ai à partager, je serai très heureux que tu le prennes, tu le prends pas, je respecte. La deuxième chose qui me semble absolument essentielle, et c'est rigolo parce que c'est un travail que je mène depuis 2016, où je trouvais qu'on se foutait beaucoup trop de notre gueule.
en matière d'émotion. La communication émotionnelle, alors on en a eu, mais pendant le Covid, c'était magnifique. C'était le pathos au kilo. On mettait de l'émotion pour de l'émotion. C'est-à-dire que les gens, à travers la crise Covid, se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui étaient essentielles et d'autres qui ne l'étaient pas, et qu'on avait besoin un peu d'empathie. Et alors, d'ailleurs, musicalement, toutes les musiques aiguës, c'est un petit piano un peu triste comme ça. Quelle horreur. Ça va bien se passer. En fait, on a fait de l'émotion pour l'émotion. C'est-à-dire que, c'est vrai, pendant quelques années, on faisait déjà de l'émotion pour l'émotion. On vous expliquait une table du petit déjeuner, un gars qui vendait une confiture, et on vous disait « Oh, le bonheur, c'est la confiture ». Et les gars n'avaient pas honte, hein. Le bonheur, c'est la confiture. Le soleil vient de se lever. Bon, mais c'était les années 70, ça, si tu veux. Encore une belle journée. Bah oui, l'habit du petit déjeuner, clac-clac-clac. On peut finir par un blind taste, si vous voulez. Oui, à la fin, oui. Émotionnellement parlant, en fait, on surjouait l'émotion en espérant que ça donne un impact. Je pense que là aussi, il y a une indécence émotionnelle qui doit s'arrêter. La décence émotionnelle, et j'ai souvent utilisé ce mot en anglais parce que decency, en anglais, c'est à la fois décence et sobriété. Je pense que la communication des entreprises doivent rentrer dans une stratégie émotionnelle qui leur ressemble. C'est-à-dire que je pense que toutes les émotions ne sont pas bonnes pour toutes les marques. Il y a des marques qui apportent tel type d'émotion, il y a des marques qui en amènent d'autres. Avant, on ne se posait pas la question, on se disait c'est quoi l'émotion qui fait que mon film marche, les mecs ils m'achètent. Je pense que la notion même d'achat va amener un changement drastique dans la communication. On n'est pas au début de ça, hein. On en est encore loin. On a encore énormément de communications qui sont il faut que mon public vibre. C'est un peu comme si on disait il faut que je te séduise. Mais est-ce que je vais te séduire pour ce que je suis? Ou est-ce qu'on m'a donné en fait une liste de trucs qui généralement marchent? Je vais essayer sur toi, on va voir ce que. Et finalement, on peut arriver à une situation où je suis aimé pour ce que je ne suis pas. Oui, pour des mauvaises raisons. L'évolution de la communication, à mon avis, elle va dans ces deux sens-là. De la pousser au partage, du pathos à une émotion plus identitaire. Et à vrai dire, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais moi je l'appelle de mes voeux. Et merci de le partager ici. Merci pour la question. Autre question, mademoiselle, bonjour. Oui, bonjour, Pénélope, je suis à Schema Business School. Donc, je reviens sur ce que vous disiez, Margaretha, par rapport aux soft skills. Il faut les nourrir. Cependant, on voit aujourd'hui, et notamment en France, que les soft skills, c'est peu reconnu, puisqu'on est énormément sur le diplôme, la qualité du diplôme. Donc, comment faire pour que en fait, les organisations du futur prennent plus en compte ces soft skills sans pour autant en fait, sous-évaluer ou dévaluer les diplômes et qu'il n'y ait pas en fait, une rupture d'égalité entre les gens qui vont avoir beaucoup de soft skills et peut-être pas les diplômes requis et l'inverse. That's such an interesting question. I think it requires at least two perspectives. You said that how can we do that so that degrees don't become obsolete, right? I think it will definitely be a matter of choice and of thinking whether you want to study something because you're interested in doing that and going in depth to specialize or gain more knowledge. But at the same time, you will have more options of what kind of learning experience to have. Is it like a 2-year program? Is it like an online course? Is it like a crash course? Is it something that you can do while you are already working? So the possibilities of learning and gaining new skills are evolving, are diversifying. And I think the good news is that so many employers right now recognize that. And in technology companies, you have already have examples for recruitment that doesn't require necessarily a certain type of degree if you can demonstrate that you have the knowledge. So it's about testing that knowledge. It doesn't matter maybe that much for them in that particular case, how you obtain that knowledge, but to have it. So as I was saying at the beginning, it's a matter of choice, I think, in many circumstances,
how and where do you want to get that knowledge? Of course, I think another way to look at it is about this really interesting phrase that stuck in my mind a while ago, the study, work, retire model that we got so used to for a lot of time is no longer relevant. And we can, the more we cling to it, the more it will confuse us, because our jobs are currently transforming, sometimes without even knowing. We gain new responsibilities, we are promoted, and the job is not exactly the same as the one you did like 2 years ago. And getting that knowledge and that learning, that access to learning has to be easy, has to be simple. So whether you want to study in a more formal way or in an informal way, I think it will be a matter of personal choice too. Thank you. Margareta, merci pour les questions. On peut continuer évidemment. Je vais prendre des questions aussi dans la salle. Qui souhaite poser des questions? Bonjour, on vous apporte le micro évidemment. J'ai repéré un de mes camarades de jeu dans la salle, dont j'espère bien sûr qu'il posera une question. Bonjour monsieur. Bonjour, je m'appelle Yanis, je suis associé au Boston Consulting Group. On avait notre chez BCG. Au BCG. Et on a tout un tas de mesures qui prennent en interne. Là, on a appris qu'on allait bientôt avoir le droit de demander à ne pas travailler 2 mois par an, par exemple. Donc 2 mois par an, pas travailler, pas être payé. Bon, on travaille 2 heures par jour le reste du temps, donc ça fait un petit équilibre. Et si on pense de manière générale au fait que l'IA et d'autres technologies arrivent à créer de la valeur avec moins d'humains, même si on crée d'autres jobs à côté, on peut quand même assez facilement imaginer qu'on arrivera finalement à faire plus de choses en travaillant moins. D'où ma question, est-ce que vous pensez que dans l'entreprise du futur, on travaille moins, peut-être par jour, peut-être par semaine, peut-être qu'une partie de la population ne travaille pas à un revenu minimal, l'autre travaille parce que ça lui fait plaisir? Qu'est-ce que vous en pensez? Pascal. Oui. Une des choses qu'a évoqué Margareta tout à l'heure, que je reprends, c'est par rapport à la question, c'est connaître les jobs des autres. Vous savez qu'en France, on a un vrai problème, par exemple, avec les métiers de première et seconde ligne, parce que notamment pour le nettoyage, on ne veut pas les voir dans les bureaux. Et moi, quand j'étais aux États-Unis, à l'université Duke, j'étais frappé de constater, les années 80 quand même, où là, les hommes et les femmes qui s'occupaient du ménage étaient dans les mêmes heures de travail que nous. Et à partir de là, on savait quel était leur job, on discutait avec eux et avec elles, et évidemment, on faisait plus attention à la manière de tenir du bureau. Ça, c'est absolument essentiel, la connaissance des autres compétences et ses utilités. Et ça a rapport à votre question, effectivement, parce que moi, je suis un peu agacé lorsque l'on dit que les machines... Alors, c'est un peu fâché avec certains protagonistes des révolutions numériques ou des avancées ou l'automation, pour dire le terme, qui disent, oui, attendez, achetez des robots, etc., ils vont faire les tâches répétitives et pénibles et vous verrez que les tâches sympathiques et épanouissantes. Non. Toutes les tâches vont changer. Il y aura des tâches que font mieux les machines, des tâches que font mieux les humains et des tâches hybrides, homme-machine, des formes de collaboration. C'est ça qui est en train de changer complètement et il ne faut pas se faire d'illusions. Le travail, il y en a toujours eu. Et regardez dans le monde, il n'y a jamais eu autant de monde sur cette terre. Il n'y a jamais eu autant d'hommes et de femmes qui travaillent sur cette terre. Et aujourd'hui, avec ce machin-là, moi, je travaille 10 fois plus que je l'étais qu'il y a 20 ans, puisque je suis toujours connecté, j'ai l'accès à toutes les informations, etc. On n'a jamais autant travaillé. Donc, vous voyez, de croire qu'avec les machines, les nouvelles formes et les nouvelles tâches, que ceci, évidemment, va nous libérer du travail, ben, ça pose la question, c'est quoi le travail? Et on n'est jamais sorti de cette ambiguïté entre Engels qui disait... Friedrich Engels, le travail est le propre de l'homme qui le libère de ses entraves naturelles, et Karl Marx qui disait que oui, mais le travail est l'exploitation de son prochain. Tant qu'on n'aura pas résolu cette question-là, et je n'ai pas l'impression qu'on va la résoudre, ça pose de réelles difficultés. Et c'est vraiment la valorisation du travail pour notre vie, c'était très bien dit par les 2 autres personnes dans cette tribune-là, et je pense que très clairement, il va falloir qu'on soit très attentif, je l'ai dit tout à l'heure, sur ces enjeux de la formation tout au long des âges de la vie. Hein. C'est un petit peu ce qui s'est tout à l'heure, c'est comment les métiers changent. Et moi, je suis très surpris, parce que je le fais de temps en temps sur invitation, de constater que plus les personnes sont diplômées,
ou ont des postes de dirigeants ou de managers importants dans les entreprises, plus ces personnes régulièrement se forment à HEC, à l'ESSEC, à Schema, etc. Et on a vendu dans la société, là c'est un discours quand même politiquement irresponsable et qui a des conséquences graves, que moins les personnes étaient diplômées, plus elles étaient spécialisées, et qu'en plus de ça, elles ne pouvaient pas apprendre d'autres métiers et d'autres tâches. Et là, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est très important d'avoir des contacts entre tous les acteurs de l'entreprise, parce que c'est quand même aberrant de constater que plus les personnes sont diplômées, plus elles continuent à se former, et que les personnes, pour des tas de raisons diverses, qui ont des métiers apparemment plus simples, mais néanmoins tellement nécessaires, qu'elles ne soient pas capables de transformer. Oui. Vous savez, c'est un coût énorme en termes d'adaptabilité et d'employabilité, cette affaire-là. Puisque plus vous spécialisez les gens dans des tâches répétitives, plus ces personnes perdent des capacités cognitives pour s'adapter par la suite. Donc, vous voyez, votre question, elle aborde effectivement un ensemble très large, effectivement, de problématiques qui, déjà, sont celles qui devraient être à l'œuvre pour l'entreprise de demain. Merci Pascal. Un regard tous les deux, peut-être avec le regard international. Il y a le vôtre, il y a le regard de Michael qui vit aux États-Unis. Comment est-ce que cette question est abordée dans d'autres pays? Il y a la culture française, mais peut-être vue vers d'autres cultures entrepreneuriales. Allez-y, racontez-nous. Margareta, first. Me first. I thought it was Michael. No worries. So I think everyone is interested to learn more about whether we're going to work less, because it's just a fascinating question to have, and there are all sorts of scenarios out there. But I think as Pascal was saying earlier, I don't think it's about necessarily the amount of work, or I think the nature of work is going to evolve. And as jobs and roles transform and our tasks in relation to how we use technology, work will take a different shape of form that we can try to predict, but I don't think it's that spot on. So you can definitely say how it's going to look like. But it has to have essentially human at its core. So humans needing to communicate, innovate, work more together, collaborate, will think about new ways of working. And the technology will be there to enable them. If we think about whether an organization or a company in the private sector wants to give maybe, let's say, a short Friday or things like that, it can be something that an organization of the future will want to do. Some of them are already doing it today. But at the same time, maybe with that amount of time, you want to do volunteering with your colleagues, and you become involved with the community at work in a different way. Yeah. And it reminded me of a workshop we did a few years ago. We actually asked the participants in the workshop at UiPath, what would you do if you had 2 hours in a week extra that you can dedicate for what you would want to do? And most of them said volunteering. And there was another possible answer, like go home earlier. Almost no one selected that. And it was very interesting because you would probably think that more of us would want to. In fact, it wasn't about that. It was about spending time with colleagues just to catch up and network, and maybe donate that time to a cause that you are passionate about. So I don't know if with those 2 months that you were saying earlier, if what you would like to do, but I think it's also who you want to spend that time with. And maybe, in fact, it's not that it's maybe, in fact, it's about the community and your colleagues and doing something that helps give back in your world. Merci de ce regard. Thank you for that. Michael, le regard entre ces deux pieds, l'un aux États-Unis, l'autre en France, la différence sur ce sujet? D'abord, pour finir ce que disait Margarita, donc moi j'ai 5 enfants. À l'école, le community service, le temps qu'ils passent à donner quand ils volunteers, compte autant que les maths. C'est-à-dire que le temps qu'ils passent, et comme moi, mon aîné, il est resté très français, il s'est bien fait aligner là, dans son dernier bulletin. Non, tu n'as pas fait assez d'heures de communauté. Maintenant, je crois que si on peut jouer sur des concepts un peu différents, le travail
l'emploi, c'est déjà deux choses différentes. Par exemple, ce que je vois aux États-Unis, c'est que s'il y a un mot qui est important, c'est ni le travail ni l'emploi, c'est le mot opportunity, la capacité d'avoir des opportunités de travail et d'argent. Ce qui veut dire que, par exemple, on voit, alors c'est plutôt une tendance qui existe déjà là, mais qui va s'amplifier. C'est peut-être pas l'entreprise du futur dans 50 ans, mais peut-être que c'est celle dans 3, 4 ans, 5 ans. Vous avez pas mal de gens qui ont décidé de vendre des heures à des gens différents. C'est-à-dire qu'ils sont leur propre entreprise et ils ont tant d'heures à mi-temps pour cette boîte-là, un tiers-temps pour une autre boîte-là, et le reste, effectivement, ils vont aller vers des œuvres, qu'on dirait en français caritatives, mais le mot traduit mal ce que veut dire le volunteering à l'américaine. La deuxième chose, c'est que cette notion de... Alors là aussi, je vais faire exprès de faire une faute de français, parce que si on parle des travaux, c'est pas la même chose que si on parle des travails, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, en France, on accepterait très mal qu'un employé ait deux travails, parce qu'on aurait le sentiment qu'il se désengage. Dans la société américaine, c'est plus tellement un problème. En tout cas, bon, alors moi je vis à New York, et New York, c'est pas les États-Unis. C'est pas les États-Unis, oui. Côte Est, côte Ouest, il y a une certaine cohérence, mais pas à l'intérieur. Ça veut dire que peut-être, il y a... Et puis en plus, vous parlez d'une entreprise qui est de culture anglo-saxonne, mais en France. Et alors, on voit... Alors là, vraiment, sur l'entreprise du futur, on peut dire plein de trucs formidables, et Margareta avait commencé par dire qu'elle était très optimiste. On voit aussi les dangers. À la fois une sorte de mièvrerie, mais aussi le fait de vouloir coller des modèles, notamment anglo-saxons, chez nous. J'ai déjeuné avec quelqu'un à midi qui me dit j'ai perdu un appel d'offres parce que c'était une entreprise américaine qui m'a dit combien j'avais de Noirs, d'Arabes, de Juifs, de Chinois dans mon équipe. Et vous savez, donc en France, non seulement on n'a pas le droit de donner la réponse, mais on n'a pas le droit de poser la question. Oui. Et donc, moi, par exemple, regardez-moi bien, j'ai donc appris que je n'étais pas blanc. Et aux États-Unis, ça me donne accès à un contrat pour une entreprise qui a décidé qu'elle ne prenait plus de fournisseurs qui étaient possédés par des blancs. Bon, on est sur des tensions de modèles et il va falloir trouver quelque chose qui va marcher. Et est-ce qu'on doit dire que l'entreprise du futur, elle va marcher partout ? On ne sait pas. C'est vrai qu'il y a une pression qui était très forte des États-Unis, qui est peut-être un peu moins forte, mais qui reste forte parce que Facebook exporte, parce que McKinsey exporte, parce que c'est modèle, et qu'aux États-Unis, on a parfois tendance à penser que les problèmes américains sont les problèmes du monde et que les solutions américaines sont les solutions pour le monde. Mais il y a quand même quelque chose dans ce que vous dites, monsieur, qui est peut-être d'imaginer que même les concepts de travail, d'emploi et d'opportunité vont évoluer d'une façon qui vont justifier que ce soit vous qui l'inventiez la suite et pas votre employeur. Et merci de tendre la perche. Je voulais te dire, je te trouve un peu bleu, en effet, depuis quelques jours, puisque tu n'es pas blanc, tout petit peu bleu, voilà. Merci de considérer, de mettre aussi des quotas d'Aveyronais dans vos entreprises. Voilà, je suis l'excuse aveyronnaise, évidemment, ici. On a donc deux questions ici au deuxième rang. Qui apporte les micros ? Pardon, camarade. Madame, qui a déjà une crampe au bras, puisque ça fait 5 minutes qu'elle lève la main. Bonjour madame. Alors, je vous donne la règle du jeu, ne m'en veuillez pas. Il nous reste 9 minutes 14. Je prends plusieurs questions courtes et je vais les frustrer. Réponse courte ici. Bonjour madame. Bonjour, je m'appelle Maline Ridal. J'aimerais savoir, je suis curieuse, est-ce que vous avez une personne, un dirigeant qui incarne ce changement aujourd'hui ? Quelqu'un qui montre l'exemple de ce leadership qui désirait pour demain ? Ou une entreprise, si vous ne voulez pas donner des noms. Est-ce que tu as un exemple d'une entreprise ou d'une personne qui incarne en fait cette entreprise du futur, les changements, c'est ça ? Je voulais saluer Maline Ridal qui est là, qui est une excellente conférencière dans vos entreprises sur ces sujets magnifiques. Merci d'être avec nous. Pascal ? Non, un exemple ? Non, je n'ai pas d'exemple comme ça à donner. Si, quand même, les chimpanzés. Ah, bien sûr. Les chimpanzés peuvent être un exemple. Il y a des modes. Rapidement, il faut mettre des méthodes agiles partout. C'est complètement crétin. Mais j'ai des collègues qui ont regardé quels sont les groupes qui innovent parmi les singes, et notamment les humains.
Donc 78 populations, et la question est de savoir, c'est pas si les humains sont meilleurs que les babouins, les chimpanzés, les macaques, c'est pas la question. C'est de manière universelle quels sont les groupes qui sont capables de s'adapter ou pas. Et je donne qu'un seul exemple. À propos des chimpanzés, c'est la chasse. Ils viennent de manger, donc ils n'ont plus faim, ils voient passer 2 singes colobes. Ils disent tiens, voilà le dessert. Et aller chercher 2 singes colobes pour le dessert, c'est un peu sportif, vous voyez. Et là, ils savent que le N-3 est le plus compétent pour diriger une chasse. Donc, ils ont un système de reconnaissance des compétences pour des tâches collectives ou complexes. Et même les leaders, les dominants, se mettront sous son leadership. Ils vont attraper une proie, c'est celui qui dirige la chasse, et même les dominants qui pourraient piquer la proie demanderont leur part et ils l'auront. Pour 2 raisons, ils ont participé, et puis comme ils sont dominants, évidemment, on leur donne. Okay ? Tous ceux qui ont participé auront une part, ceux qui n'ont pas participé, non. Mais en plus de ça, les dominants sont très attentifs au fait que celui qui a été le garant du succès collectif puisse avoir la part du chef. C'est-à-dire le cerveau, les yeux, c'est un petit peu dégueulasse avant le dîner, mais il y a là qui a du gras. Vous avez tout là-dedans. Vous avez tout dans cet exemple, c'est-à-dire une dissociation statut-compétence. Et à partir de là, une intelligence qui fait que si je me mets sous le leadership de quelqu'un qui est compétent, je ne perds pas mon statut pour autant. Ah oui. Et ça, quand ça marche bien. C'est important. Et pour terminer, disait Michael, le monde qui vient aujourd'hui, c'est effectivement pas réfléchir sur les métiers, mais sur les tâches. Quelles sont les tâches ? Comment telle tâche, etc. Et la fusion-fission, encore les chimpanzés, ça c'est pour Margarita. Fusion, quels sont les moments où on a des relations de forte intensité, collaborative, émotionnelle, ludique avec les collaborateurs. Et la fission, on se sépare pour faire des tâches plus prosaïques. Voilà, c'est les chimpanzés. Merci beaucoup. Juste, je voudrais en profiter à ce moment-là pour saluer le travail des traducteurs qui doivent se régaler à parler de fusion-fission, de tu vas bouffer les yeux qui mangent la queue du chimpanzé, tout ça. Voilà, je voulais vous saluer parce que c'est un métier exceptionnel. Et merci de ne pas vomir dans l'oreille. Merci Pascal. Michael, tu penses à qui, j'avais un exemple. Alors, c'est un Français qui a réussi aux États-Unis. Et je vous invite à lire son livre. Charles Aznavour. Alors, il s'appelle Hubert Joly. Ah oui. Hubert Joly, il a écrit un livre sur une partie du sujet qui nous concerne aujourd'hui, qui s'appelle The Heart of Business. Et je crois d'ailleurs qu'il a été traduit récemment en français. Ce qui est intéressant, c'est que il l'incarne bien, mais il l'incarne. Alors, il a fait plein d'erreurs, il en parle dans son bouquin, et il a réussi dans son dernier job à faire un truc exceptionnel en appliquant le début de ces principes-là. Il a pris la tête d'une boîte qui s'appelait Best Buy, qui est une sorte de grand darty américain, qui perdait des tonnes de pognon, et il a appliqué exactement l'inverse de ce qu'il avait appliqué quand il était jeune et consultant chez McKinsey. Il a mis du doute, il a mis de l'empathie, il a fait l'inverse, et le bouquin est passionnant, et il donne quelques clés pour se projeter pour la suite. Donc tu avais dit réponse courte, Hubert Joly, et le bouquin vient de sortir. Margarita, une réponse courte sur un exemple de personnalité ou d'entreprise que vous pourriez citer. I will try to avoid talking about the company that I work for. Maybe something that I am thinking about right now is who do we really think about in terms of leaders? Are these leaders the leaders of a local company? Are these leaders of a global company? Are these leaders of a multinational, of a startup? And the model that I had in my mind is a startup struggling to grow with a leader that is proving how resilient he is, how committed he is to the success, who is bootstrapping for resources but believing in his idea and ready to work to make his dream a reality. And after UiPath in Romania, we saw a lot of these leaders emerging because of the effect of a company such as ours succeed in a country that didn't have unicorn companies before. And this kind of success is to some extent contagious. So I cannot think only of one. I've seen many such leaders in the recent years embody this kind of
resilience and aspiration because they know it can be possible. Merci, thank you for that. Mon métier est frustrant, l'exercice l'est parce que on arrive déjà à la conclusion, mais vous pourrez échanger avec chacun des intervenants dans un instant. Je voudrais les amener tous les trois à nous donner un mot de conclusion, de last word for you. Le mot de conclusion. Finalement, plutôt que de rentrer dans des concepts très compliqués, vous nous avez beaucoup parlé de sens, vous nous avez parlé de la place de l'humain, ça donne de la chair finalement à des concepts, et on était bien entre nous à donner de la chair, à donner du sens. Et le mot qui est revenu souvent, c'est le mot des émotions également, et je l'ai eu tout à l'heure même quand on parlait d'intelligence artificielle. Quel est le mot avec lequel vous aimeriez que l'on reparte et qui pourrait nous servir, nous nourrir sur ce chemin vers l'entreprise du futur? Quand je parle d'un mot, évidemment, c'est pas deux. Pascal. Adaptabilité. Merci. Margareta. I can't repeat just purpose again, right? Yeah. Okay, purpose. Of course. Michael. Je trouve un mot, je n'ai pas besoin de l'expliquer. je dirais imperfection. Et s'autoriser ça. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire merci et ils vont vous applaudir pour vous remercier. Permettez-moi d'associer à ces remerciements celles et ceux qu'on va continuer d'applaudir. Alors d'abord, nos amies traductrices qui font un boulot énorme, nos étudiants qui ont préparé ici au premier rang, merci beaucoup. Et c'est mon côté Michel Drucker, voilà, on n'a jamais été aussi proche, donc je vais le remplacer peut-être dans 40 ans. Je voudrais qu'on remercie donc nos étudiantes, l'équipe formidable de la Cité de la Réussite, merci à l'équipe ici en coulisses, et merci au son, à la lumière, à la vidéo, l'équipe technique qui est en régie. Merci à vous tous. Vous l'avez compris, on vous attend demain pour poursuivre la Cité. Vous serez évidemment les bienvenus pour plugger vos cerveaux et rebrancher votre jeunesse là-dessus. Joyeuse soirée, merci à tous.